sexualité, notamment en ligne avec Arthur, qui devra nous quitter ensuite. Ensuite, on aura un temps d'échange avec Rosanne et Darius. Et pour la troisième partie, on compte sur vous. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou en message privé. On essaiera d'y répondre pendant cette troisième partie d'émission. Et tout ça, bien sûr, entrecoupé par les différentes chroniques que vous connaissez déjà. Pierre va nous faire une chronique vue sur les réseaux. On aura le coup de cœur de Cécile et la chronique des promeneurs du net d'une autre Cécile. Et en fin d'émission, on aura le droit d'avoir une prestation d'un magicien. Par contre, je suis désolée de vous annoncer que cette semaine, il n'y aura pas de râlage. La chronique, mais vous pourrez, voilà, mais vous pourrez retrouver Siegfried avec son plein de mauvaise humeur la semaine prochaine. Il était déjà en train de râler. Je peux vous le dire, derrière son écran, parce que le technicien que je suis a oublié de lancer le son au début, donc je vais refaire mon lancement et ça a fait râler Siegfried du coup. Et donc, bienvenue dans cette troisième émission des Talkiji. Il y a toujours une petite boulette à la technique, c'est bon. Vous avez eu, à mon avis, tout le programme de Marion. Je vous rappelle juste le sondage sur Bicast. Avec qui vous parlez de sexualité. Rendez-vous sur bicast.live. De toute façon, c'est indiqué dans la petite barre violette que vous avez juste en dessous. Le code session, c'est Talkiji. Et sans transition, parce qu'on essaie de s'améliorer chaque semaine, on va passer à notre débat après le petit jingle. Et pour cette première partie du débat sur sexualité, comment en parler, on accueille Marion. On accueille Arthur. Arthur, tu es chercheur à l'École des hautes études en santé publique et à l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Tu es co-auteur d'une enquête sexy, sexualité Internet, qui va bientôt être publiée. Et donc voilà, on voulait parler avec toi de tout ça. On va commencer par une première question. On parle de sexe partout, à la télé, dans les pubs, sur YouTube, etc. Mais pourquoi on va malgré tout s'informer sur Internet et pas en parler avec les autres? Ok, ben merci pour cette question. Alors déjà, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur cette enquête, vous dire un tout petit peu d'où viennent les réponses ou les propos que je vais évoquer. C'est une enquête que déjà, je n'ai pas réalisée seule, mais je l'ai réalisée avec Yael Amselem-Mingui de l'INJEP, donc l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et on avait l'idée en fait d'aller comprendre en quoi Internet s'intègre maintenant à la sexualité des jeunes, comment ça s'intègre à la sexualité, en considérant que ce n'était pas une dimension à part de leur sexualité, mais vraiment quelque chose qui aujourd'hui fait partie de manière générale, disons, de l'initiation notamment à la sexualité au début de l'adolescence, et puis avec des formes ensuite qui évoluent au fur et à mesure de l'avancée en âge. Du coup, on a fait un questionnaire en ligne au départ qu'on a fait passer par des réseaux sociaux notamment, et auquel on a eu pas mal de réponses, 1400 jeunes qui ont répondu à des questions en fait assez précises sur leurs usages, parce qu'en fait, on voulait surtout pas passer à côté de certains usages auxquels on n'aurait pas pensé spontanément. Et ensuite, à partir de ces réponses, où on a vu émerger un certain nombre de choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé au début de notre enquête, eh bien, on a fait des entretiens avec des jeunes, donc 66 jeunes, filles et garçons, à peu près moitié, avec des questions en fait, qui revenaient sur le début de l'adolescence jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, puisqu'en fait, les jeunes qu'on voyait, c'était des jeunes adultes, donc de 18 à 30 ans. Alors, sur la question, précisément, sur pourquoi on continue à aller sur Internet et pourquoi on va sur Internet plutôt qu'ailleurs et pourquoi on privilégie Internet aussi plutôt que, disons, des discussions, par exemple, pourquoi on n'en parle pas à son médecin, à ses parents, ou on en parle, mais pourquoi on n'en parle pas que à ces personnes-là. Une des choses qui revient, en fait, dans les propos des jeunes, et c'est vraiment quasi systématique, c'est la question de l'anonymat. Internet, c'est d'abord, en fait, une garantie d'anonymat. Notamment dans les récits des jeunes, quand ils parlent du début de l'adolescence, c'est-à-dire des premiers questionnements, c'est le moment où on va pouvoir chercher des choses sans être exposé à quiconque, hormis éventuellement l'indiscrétion de parents qui pourront retracer éventuellement des historiques de conversation, mais c'est quand même assez rare et les jeunes en général ont
très bonnes aptitudes pour éviter ça. Donc, c'est une garantie d'anonymat qui est très importante, notamment dans les premières recherches d'informations, qui est très importante et puis surtout qui va donner beaucoup de, disons, d'ouverture de possibilités, parce que ce qu'on voit, c'est que les jeunes nous disent, au début, on pouvait faire des recherches en fait qui étaient très ouvertes, c'est-à-dire aller chercher des sujets qu'on n'aurait jamais abordés, même avec ses potes, par ailleurs. Des choses sur lesquelles on a des questionnements, sur lesquelles on a des doutes, etc. Petit à petit, les choses changent, parce que ce qu'on voit, c'est qu'après, évidemment, ça évolue au fil de l'adolescence, où on commence à en parler un petit peu autour de soi, notamment à ses amis. Alors, vraiment rarement aux parents, rarement à d'autres personnes, rarement à l'infirmière scolaire ou d'autres acteurs qui sont quand même très souvent mis de côté par les jeunes quand il faut parler d'éducation à la sexualité, ou qui voient comme une forme d'éducation à la sexualité très formelle, mais par laquelle, en tout cas, ils n'ont pas toutes les réponses à toutes leurs questions. Donc, on va chercher sur Internet et petit à petit, au fil de l'adolescence, on en parle un peu autour de soi, ce qui va permettre d'élargir un petit peu ses connaissances, mais ce qui va aussi normer petit à petit le discours, c'est-à-dire qu'on voit, et ça les jeunes le décrivent assez bien, un rétrécissement des questions au fil du temps, c'est-à-dire que petit à petit, en fait, les questions qu'on se pose seront celles que tout le monde se pose autour de soi, que tous ses potes se posent, et ça devient quelque chose de beaucoup plus normé, voilà, au sens où on ne va pas évoquer, par exemple, une orientation sexuelle qu'on jugerait non admise dans son groupe de pairs, par exemple. Voilà pour cette première question. Si j'ai sur les questions, sur les exemples, justement, les questionnements sur Internet, c'est lesquels? Enfin, quelles réponses on va chercher au final sur Internet et de quoi on parle sur Internet? Alors, il n'y a pas de réponse unique, évidemment. Il n'y a pas un type de question particulier que tous les adolescents se posent au début de leur sexualité. Par contre, ce qu'on peut dire et ce que montrent nos entretiens, c'est que les questions qui se posent, elles se posent en lien avec le contexte global de l'initiation à la sexualité. C'est-à-dire, par exemple, il y a un moment qui reste très important, qui est le moment des premiers rapports sexuels. On sait que c'est très important dans l'initiation à la sexualité au moment de l'adolescence. Et en fait, on voit que les questions que les jeunes vont se poser sur Internet ou vont aller poser sur des forums, etc., sont des questions qui sont souvent articulées à ces moments-là. Par exemple, avant ces premiers rapports sexuels, en préparation, en prévision de ces premiers rapports sexuels, on va se poser des questions qu'on ne se posera plus après et qui donneront lieu par ailleurs après à d'autres questions, une fois qu'on aura eu ces premiers rapports sur éventuellement les risques d'IST, sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé au départ, et puis des questions qui viennent ensuite. Donc en fait, des questions qui sont très liées au reste de sa sexualité, c'est-à-dire à ce qui va se passer dans ses relations avec les autres. D'accord. Et du coup, est-ce que avec ces recherches, on peut maintenant, tu pourrais dire si on peut parler de sexualité 2.0 et si elle existe, quelle forme elle prend, comment elle s'exprime cette sexualité 2.0? Alors, moi, j'aime pas trop l'expression sexualité 2.0 qui voudrait dire qu'il y aurait une sexualité, une dimension de la sexualité complètement à part, complètement isolée du reste, et puis surtout que Internet aurait révolutionné la sexualité. Alors, en général, les sociologues montrent souvent que les choses ne changent pas autant qu'on l'imagine, en tout cas. Et c'est clair que sur Internet et la sexualité, et on n'est pas les seuls à le montrer, hein, il y a d'autres recherches qui ont été menées récemment, je pense notamment aux recherches de Marie Bergström, par exemple, sur les rencontres en ligne, qui, elle, parle plutôt des adultes, pour le coup. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'Internet, évidemment, ça ouvre de nouvelles possibilités, c'est-à-dire que ça développe certains usages, ça permet des choses qui avant n'existaient pas. Je donne juste un exemple, c'est l'exemple, par exemple, des sexualités minoritaires, c'est-à-dire le fait de se découvrir gay, lesbienne à l'adolescence, et de pouvoir très rapidement rencontrer des groupes d'autosupport, des groupes de pairs avec qui on va pouvoir parler de cette sexualité-là, alors qu'avant, il y a 15, 20 ans, il fallait attendre sans doute un peu plus longtemps, c'est-à-dire attendre de pouvoir sortir facilement seul, par ailleurs avoir la chance d'être dans des grandes villes où on allait pouvoir rencontrer éventuellement des associations, des personnes qui se reconnaissaient dans la même sexualité que soi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, même pour des jeunes qui sont très isolés, d'aller rencontrer ces groupes de support, enfin de les rencontrer en ligne tout au moins. Donc ça, c'est sans doute des choses qui changent avec Internet. Mais il y a tout le reste en fait qui ne change pas, qui fait dire qu'en fait Internet, ce n'est pas un monde à part, c'est le fait qu'en fait on voit revenir les inégalités sociales, territoriales, éducatives, etc., avec la même force en fait que ce qu'on voyait auparavant. Je donne juste quelques exemples, mais quand on parle avec les jeunes, par exemple, des sites de rencontres,
Alors, c'est pas au début de l'adolescence. Les sites de rencontres, ça vient un peu plus tard. C'est plutôt vers la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. On voit que ces sites de rencontres, ils sont très marqués socialement. C'est-à-dire que, et ça, les jeunes d'ailleurs en sont très conscients quand on parle avec eux en entretien. On leur dit, mais tu vas sur quel site, tu t'inscris sur quel site? Et ils nous parlent souvent, par exemple, de Tinder, un des sites dominants sur le marché, comme un site plutôt intello, où on va aller chercher des partenaires, disons, où on sait qu'il faudra du temps, un temps d'approche, où on sait qu'il faudra aussi soigner énormément sa présentation de soi, et puis d'autres sites qui vont être plutôt les sites des classes populaires, les sites, alors je reprends les propos d'un jeune, des filles de la campagne par exemple, alors c'est par exemple Badoo, un autre site internet, et les jeunes vont nous dire, ben voilà, du coup nous on a des stratégies, on va aller sur tel site quand on a envie d'avoir rapidement un ou une partenaire, et parce qu'on connaît les codes, etc. Et puis sur tel site, on sait que en fait il faut qu'on fasse attention à sa présentation de soi, on sait que c'est un site intello où il va falloir discuter et montrer qu'on a des choses à dire et pas seulement qu'on a tel physique, etc. Donc tout ça pour dire que Internet, ça rejoue les choses qu'on voit dans le reste de la société par ailleurs. Donc ça ne révolutionne pas la sexualité, ça ne révolutionne pas les inégalités qui existent au moment de l'entrée dans la sexualité, dans, par exemple, la possibilité de trouver des partenaires, etc. Et puis sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la recherche d'informations, c'est très clair aussi que ce qu'on va aller chercher sur Internet va dépendre en grande partie aussi des ressources scolaires, par exemple, qu'on a, qui vont permettre de recouper de l'information ou de ne pas recouper l'information, etc. Donc, en fait, on voit qu'Internet, ça ne vient pas chambouler complètement le jeu des normes sociales, des inégalités, ça les reproduit de la même manière. Je ne pense pas forcément qu'on puisse dire que ça les amplifie, par exemple, par contre, mais en tout cas, c'est clair qu'on n'est pas dans quelque chose de totalement révolutionnaire. Alors, Tinder, moi, j'ai appris que c'était un site qui était classifié comme intello, par exemple. Arthur, ça va peut-être faire réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas de toute façon à commenter, à vous poser vos questions comme toutes les semaines. On a une première question, alors pour Arthur et peut-être pour les autres intervenants. On a un jeune qui demande justement où est-ce que je peux trouver des organismes qui permettent de parler de l'homosexualité, en fait. Si j'ai des questionnements sur l'homosexualité, peut-être me demander si finalement je suis normal, où est-ce que je vais? Alors, il y a des sites qui existent, qui sont des sites, disons, institutionnels, ceux qui vont être proposés par le CRIPS ou par, disons, des institutions qui ont l'habitude d'intervenir, notamment en milieu scolaire, sur ces questions. Mais il y a aussi, et c'est nous ce qu'on voit vraiment beaucoup chez les jeunes, tout ce qui se crée de manière parfois un peu ponctuelle, qui peut apparaître à un moment donné sur des réseaux sociaux. Alors ça va être des groupes Facebook par exemple, ça peut être à un moment donné des discussions sur Twitter de gens qui vont se retrouver sur des réseaux comme ça, sur Instagram aussi sans doute. En tout cas, des choses qui vont se créer sur les réseaux sociaux, disons, généralistes, mais qui vont permettre l'émergence de groupes un peu plus fermés ensuite. Et donc, où on va, comme ça, par mots-clés, par intérêt, trouver finalement les gens qui nous ressemblent, avec qui on a envie de discuter de ces questions-là. On a aussi vu apparaître dans l'enquête quelque chose auquel on n'avait pas initialement pensé. Nous, c'était la place importante prise par Discord. Discord, que vous savez sans doute, réseau davantage associé au départ aux jeux vidéo, mais qui permet surtout de créer des sortes d'espaces très fermés, avec la possibilité aussi d'exclure des membres ou d'en inclure de manière très contrôlée, disons. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était un lieu très important de socialisation sur des questions notamment minoritaires. Alors, il y a la question de l'homosexualité, il y a aussi, par exemple, la question du harcèlement scolaire. Beaucoup de jeunes qui nous disaient, j'ai trouvé sur ces plateformes-là, par exemple, un lieu avec des gens qui me ressemblent, qui ont vécu les mêmes expériences, et d'ailleurs qui donnaient lieu parfois ensuite à des rencontres réelles, parce qu'on se rend compte en fait qu'on n'habite pas si loin, que peut-être on pourrait se rencontrer et puis éventuellement devenir amis, etc. De fait, on a un fonctionnement de pair à pair au final aussi. Sur d'autres sites ressources peut-être qu'on peut trouver. Alors, il y a des associations qui sont un peu plus spécialisées. Je pense au refuge sur l'accueil de jeunes homosexuels. Il y a aussi des organismes, le réseau information jeunesse aussi. On aborde ces questions de sexualité sur les ressources. Voilà, c'est vrai que c'est… Romain, il y a aussi les points accueil écoute jeunes ou les maisons des adolescents qui peuvent être des ressources. Et j'avais une question, est-ce que les jeunes, quand on les questionne sur leurs interlocuteurs, parlent justement de ces réseaux d'accueil qui sont aussi physiques, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer
on peut rencontrer un psychologue, on peut rencontrer un père dans une association Le Refuge, ou est-ce qu'ils évoquent ce genre de lieu, de structure? Alors, pour être honnête, pas beaucoup. En tout cas, pour les jeunes qu'on a rencontrés, et d'ailleurs également pour les jeunes qu'on a captés via un questionnaire en ligne, pour plein de raisons, mais notamment parce que finalement, ces lieux, pour beaucoup de jeunes, ils sont lointains. Et je parle notamment de tous les jeunes qui sont loin des grandes villes, où on peut avoir éventuellement une permanence d'une association, etc. Alors, il y a quand même un maillage territorial, malgré tout. Je pense au planning familial, par exemple, qui a des antennes un peu partout et quand même permet des accueils pour les jeunes, y compris d'ailleurs sur ces questions-là, même si là aussi, il y a sans doute aussi parfois de la méconnaissance de la part des jeunes, parce que aussi, on ne leur a pas donné les ressources, les informations avant, savoir que le planning familial, ce n'est pas réservé aux filles, par exemple, qu'on peut aller y parler de sa sexualité, même quand elle n'est pas hétérosexuelle, etc. etc. Mais malgré tout, c'est peu cité par les jeunes, de même que les sites de prévention institutionnelle sont relativement peu cités. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les jeunes n'y vont pas, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas identifier ces ressources-là comme étant les premières ressources vers lesquelles ils vont se tourner quand il s'agit de répondre à des questions qu'on a sur sa sexualité, où très clairement, comme tu le disais, en fait, on retrouve les pairs assez rapidement. Alors, pour certains jeunes, ça va être assez rapidement les pairs du quotidien, du collège, du lycée, parce que c'est facile de parler de sa sexualité avec eux. Et pour ceux pour qui c'est moins facile, ça va être des pairs un peu plus éloignés, éventuellement rencontrés sur les réseaux sociaux au préalable. Alors, le temps passe très vite. Arthur, merci. Je crois, Marion l'avait dit, le livre tiré de l'enquête sortira après l'épidémie. Après l'épidémie, donc vous êtes comme nous. J'ai pas de date. Peut-être après le 11 mai, ou peut-être un peu plus tard. Merci beaucoup. Si vous avez des questions pour Arthur ou autre, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On les transmettra, ou de toute façon, les gens du réseau Information Jeunesse vont y répondre aussi en direct. Si ce n'est pas nous en direct, ce sera nos collègues d'un petit peu partout en France qui se mobilisent pour Talkiji. Et puis, Arthur, je crois que tu dois nous quitter. Donc, un grand merci. Merci à vous. Juste après le petit jingle, merci, on passe Arthur. à la rubrique que vous connaissez maintenant. Ça se voit sur les réseaux. Merci, Arthur. À bientôt. Et donc, Pierre, oui, un rescapé depuis la première émission. Qu'est-ce que tu nous as déniché cette semaine sur les réseaux sociaux? Oui, alors d'abord, je suis comme toi, je suis quand même assez étonné d'apprendre que Tinder est plutôt un réseau social intello. Je ne pensais pas entendre ça un jour, je suis vraiment ravi de l'entendre. Je ne sais pas conceptualiser la chose non plus comme ça. Mais donc par contre, oui, on vous a déniché des choses plutôt pas mal. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on vous avez plutôt montré des gens qui faisaient absolument n'importe quoi pour échapper au confinement. Cette semaine, on a plutôt voulu vous montrer aussi des gens qui profitaient du confinement pour faire juste des très belles choses. Et on a tous craqué sur le travail d'un chorégraphe. Alors, je ne veux pas écorcher son nom, son prénom, qui s'appelle Mehdi Kerkouche, et de la compagnie Amka, qui propose vraiment des très belles scènes chorégraphiées, notamment sur Instagram. Et je pense que ça nous a tous touchés parce qu'en fait, on est beaucoup en visioconférence tous autant qu'on est, et on commence à avoir l'habitude d'avoir devant nous cette mosaïque, comme ce que j'ai sous les yeux, là, cette mosaïque de personnages qui sont alignés un petit peu en randonnion, où effectivement on arrive à parler, à communiquer, mais on se sent quand même très très éloigné. Et je pense que c'est ce qui a motivé le travail de ce chorégraphe et puis des danseurs, qui nous propose une série qui semble devoir s'appeler Confinected, et qu'on vous propose de regarder. Donc là, on vous propose de regarder le 2e épisode. Ça peut se voir sur Instagram, mais aussi sur YouTube, si je ne me trompe pas. Alors, je vais le lancer et je vous promets un 6e top que j'ai découvert pour compléter le top 5 de la semaine dernière de Pierre. Mais avant, on fait un petit extrait, ça se voit sur les réseaux. Et on se retrouve après aussi pour le débat. Et nous revoici après ce court extrait de la compagnie. Alors Pierre, j'ai oublié le nom de la compagnie. Alors, si j'ai bien compris, j'espère ne pas me tromper, c'est la compagnie Amka et le travail d'un chorégraphe qui s'appelle Mehdi Kerkouche.
Et donc, ils ont sorti déjà 2 vidéos. Et honnêtement, on espère, moi, j'espère vraiment qu'ils en sortiront d'autres parce que j'ai vraiment été touché par leur travail. Alors, peut-être que la musique de Yann Tiersen y est pour quelque chose et que ça évoque peut-être un petit peu le temps d'avant ou le temps d'après, je sais pas. Alors, juste pour compléter ta chronique, moi j'ai vu un artiste belge, je crois, qui est sorti avec 220 attestations sur lui pour une performance dans les rues. Vous pourrez retrouver ça peut-être sur Internet. Je crois qu'il s'est recouvert d'attestations de sortie. Voilà, il est arrivé il a fait une semaine trop tard parce que peut-être qu'il aurait eu les honneurs la semaine dernière. Et puis, on va revenir à notre débat, Marion. On va peut-être présenter Darius qui, en plus, avait une petite remarque, je crois, sur Tinder. Mais on va présenter nos invités aussi un petit peu plus en détail de cette deuxième partie de débat. Oui, Darius nous vient d'Annonay en Ardèche. Il est membre du réseau Information Jeunesse et travaille au point Information Jeunesse là-bas. Et il intervient sur la question de la sexualité auprès des jeunes. Et je peux peut-être te laisser me présenter un tout petit peu, très rapidement, ton travail avec les jeunes. Oui, bien sûr. Du coup, c'est une intervention qui se fait avec sur le support Prezi, qui est, on va dire, un PowerPoint nouvelle génération, et où on traite du coup de l'identité numérique, du web 2.0, donc de l'évolution du web et de l'information en général, et de la sexualité et de la vie de couple, notamment chez les jeunes, et l'évolution avec Internet. Et voilà, donc c'est avec la drague, la vie de couple, le cyberharcèlement et le cybersexe. Et ce sur quoi je voulais revenir, notamment sur Tinder, c'est qu'il y a vraiment une évolution quand même de la pratique chez les jeunes, et même chez les plus jeunes. Parce que nous, on a découvert ça du coup avec ma collègue du programme de réussite éducative, Samira Sanoun, qui co-anime avec moi, où il y a des sites de rencontres au sein même des établissements et même des collèges. Donc là, si on prend l'exemple sur Annonay, on a le lycée Boissy d'Anglas, où ils ont créé un Boissy Crush sur Instagram. Et donc, il y a la possibilité de retrouver les gens au sein même du lycée. Et donc, il y a ça au lycée et il y a ça aussi au collège. Voilà, donc c'est qu'il y a Perrières Crush aussi, donc on a un établissement qui est le collège Les Perrières, et donc vous pouvez retrouver ça même chez les plus jeunes, même au collège. Donc, ça complète les pages Spotted peut-être, qu'il y a eu pendant une époque aussi, et vu que je veux tester mon nouveau joujou avec les blagues de vieux et le jingle qu'on vous avait promis, ça complète peut-être aussi les petites annonces de Libération à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le journal où en gros il y avait des petites annonces pour essayer de retrouver l'amour. Alors voilà, c'est juste pour vous montrer que maintenant on a le jingle blague de vieux. Et je vais présenter aussi Rosen. Rosen qui nous vient, comme son nom l'indique, de Bretagne et qui nous vient de l'association départementale d'information des jeunesses des Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc et qui travaille aussi, qui est chargé de prévention et qui anime notamment un outil pédagogique qui s'appelle Câlin Malin. Exactement. Et qui va être là pour répondre à vos questions et participer à cette deuxième partie de débat. Et j'en profite aussi pour présenter Cécile numéro 2, notre docteur, qui sera là aussi, qui est docteur, médecin, et qui est aussi preneur du net, qui va être notre caution médicale, notre Michel Simès à nous, j'ai envie de dire. Et on va lancer, on s'est dit qu'on allait refaire des mini-débats au sein du débat. Et donc, le premier débat va partir de questionnements qu'on a eus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, je remercie Mathieu Matlette, vous pouvez retrouver sur Instagram, qui nous a prêté ses dessins pour introduire les trois petites thématiques. Et ce premier mini-débat qu'on souhaitait avec Marion, c'est les organes génitaux masculins et féminins, tous faits de la même manière. Alors, est-ce que c'est des choses que vous, en tant que médecin, en tant que chargé de prévention ou animateur, auquel vous êtes confronté? Je ne sais pas qui veut se lancer. Parce que forcément, la question… Ouais, Rosen, peut-être. Est-ce que tu peux répéter vite fait? Alors, le premier débat, c'est sur les organes génitaux masculins et féminins sont tous faits de la même manière.
Globalement, la question qu'on se pose quand même quand on est ado, c'est est-ce que je suis normal finalement? Est-ce que mon sexe est d'une taille satisfaisante ou pas? Est-ce que la forme de mes seins, ils sont pas ronds, mais ils sont telle forme? Est-ce que c'est des questions que vous pouvez rencontrer pendant vos animations ou pas? Est-ce Ouais. que en fait, vas-y, pardon. Excuse. Non, moi, effectivement, c'est des questions là, qui reviennent assez régulièrement, de savoir si effectivement la taille chez les garçons du pénis, est-ce que c'est normal d'avoir telle ou telle taille? C'est des questions ouais, qui reviennent très, 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 très souvent. Et généralement, ils veulent une grande en pensant que c'est bien. Donc après, tout un débat s'instaure là-dessus pour expliquer qu'il n'y a pas, la taille n'est pas non plus importante. Mais oui, 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 bien sûr. Je pense que c'est tout à fait normal d'ailleurs de s'interroger là-dessus. Ouais. Et peut-être que justement, Internet véhicule, est un vecteur de diffusion de ces normes sociales qu'il y a besoin d'avoir une certaine forme ou une certaine taille ou une certaine normalité, obéir à ça. Je ne sais pas si Darius, tu voulais réagir aussi là-dessus. Non? Ok. Ouais, ça date pas d'Internet parce que moi, je me rappelle d'avoir des copains qui étaient très, très bêtes, m'avoir offert 2 objets pour un anniversaire, un espèce de mètre comme ça pour mesurer effectivement le sexe masculin, et puis même une haltère pour entraîner ça. Donc ça date pas que d'Internet. Et je pense qu'on le redira tout à l'heure, mais tout ça ne date pas d'Internet. C'est ce que disait Arthur en fait. Internet n'a rien vraiment inventé, il a remodelé les choses. Mais c'est ce qu'on disait, ça me faisait penser à cette anecdote. Et la pub s'est beaucoup inspirée et joue aussi sur ces codes-là. Moi, j'ai souvenir d'une pub pour une marque de bonbons en barre comme ça, où les enfants étaient de dos et disaient le tien, est-ce qu'il est plus grand? C'est des bonbons où il y a des blagues à l'intérieur du papier. Enfin, je n'ai pas le droit de citer de marque. Mais on a ça, on a aussi toutes ces vidéos. Alors, on parle de sexe, on parle de la poitrine, mais les abdos, le physique, le thigh gap chez les jeunes filles. On a à la fois cet impact peut-être de la pornographie. Est-ce qu'on a un impact aussi de la publicité? Et de la presse aussi, peut-être. Et de la presse. De la presse, notamment féminine. Enfin, c'est quelque chose qui revient beaucoup là-dessus. L'idée de la femme qui est sur la une et qui ne ressemble pas à la femme lambda. Et puis, il y a peut-être quelque chose qu'il faut aussi expliquer. C'est que la normalité ne plaît pas à tout le monde, finalement. Parce qu'on a aussi des gens qui préfèrent peut-être des personnes rondes, des gens qui préfèrent des gens musculeux. En fait, il y a tous les goûts aussi dans la nature, au-delà de... Alors, Cécile, peut-être toi qui accueille des jeunes aussi parfois en consultation, est-ce que tu as des questions de cet ordre-là sur Plein. Vraiment plein. Il y a une espèce de questionnement global, mais je me demande si c'est pas lié tout simplement à l'adolescence, de vouloir être le plus proche possible d'un idéal un peu social finalement, qui est véhiculé là du coup de nouveau par le groupe de pairs et par tout ce qui, je dirais, s'en rapproche, les réseaux sociaux principalement. Il y a quand même, je pense à Instagram par exemple, c'est par nature un véhicule d'image qu'on décide d'être parfaite avec les systèmes de filtres, voilà, il y a vraiment une recherche d'esthétique. Et du coup, les jeunes se sentent obligés de ressembler à cette esthétique un peu qui décide d'être parfaite. Et du coup, se posent beaucoup de questions sur mais je ne suis pas tout à fait comme ça, est-ce que c'est grave, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'anormal, quelqu'un de malade, etc. Donc c'est vrai que ça fait partie de notre travail, beaucoup, de les rassurer sur la normalité de la différence finalement et à l'opposé, la normalité de la ressemblance. C'est-à-dire que oui, tout le monde est différent et finalement tant mieux parce que c'est grâce à ça que l'humanité existe. Donc,
Alors, je vais passer au deuxième débat parce qu'on n'était pas trop en retard, mais avec mes relances intempestives, je vais nous mettre en retard. Deuxième débat, un débat peut-être un petit peu spécial de confinement, puisque c'est la masturbation est une pratique sexuelle comme les autres. C'est souvent très tabou, la question forcément de la masturbation. Là, on se retrouve dans une période où depuis pendant 2 mois quasiment, on va être tout seul. Donc on s'est dit, voilà, finalement, est-ce que c'est honteux de se masturber? Rosen, Darius. Oui, je me lance. Bien sûr que non. Enfin, j'ai envie de dire, malheureusement, ça reste encore un tabou, alors que c'est tout à fait normal de se toucher et de découvrir son corps. Ça fait partie de la vie, en fait, tout simplement. Hein. Et puis, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Donc, moi, je suis pour. Hein. On va pas faire un débat sur qui est pour, qui est contre, chacun de l'entendre. Mais ça a été très souvent honteux. Il y a plein de clichés autour de la masturbation, comme quoi ça rendrait sourd. Quand même, fake news. C'est un cliché et c'est quelque chose qui a la dent dure. Je pense que médicalement, Cécile, tu peux nous confirmer qu'il n'y a aucun lien. C'est complètement faux, ça n'a rien à voir du tout. Donc, ça peut être rassuré pour ceux qui craignaient la surdité. Il y a beaucoup de croyances aussi au niveau sexuel. Darius, peut-être? Moi, je disais juste qu'au-delà de la masturbation, je pense que c'est important quand on est jeune et même quand on grandit de connaître son corps au sens large et de se l'approprier. Voilà, je pense qu'au-delà de la masturbation, c'est des choses qui sont importantes et qui rentrent dans la globalité du développement, de son développement avec son corps, quoi. Alors, c'est vrai que pour la découverte de soi, pour apprendre à se respecter soi-même, qu'est-ce qui est OK pour nous, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qui ne fait pas plaisir, et apprendre à le savoir et à le communiquer avec les autres ensuite, je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Ouais. Alors, je pense que Rosen ne l'a pas dans sa poche. Mais si vous avez l'occasion d'aller sur la page de Rosen, notamment le clitoris, c'est-à-dire que le clitoris, très souvent, c'est quand même quelque chose qui est très méconnu. On imagine que c'est un tout petit point visible. Ah, mais il est là, il est et justement, on peut presque le décrocher. Mais en tout cas, Rosen vous décrit le clitoris sur une de ses vidéos qu'elle a faites dernièrement. Mais c'est un organe qui est méconnu. C'est un peu un iceberg, en fait. On n'a qu'une petite partie visible. Je ne sais pas si tu peux en dire un ou deux mots, Rosen. Ah, mais complètement. Alors, par exemple, il y a quand même 8000 terminaisons nerveuses dans le clitoris, ce qui est quand même énorme. Et comparé au pénis, il n'y en a que 4000, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est un organe qui est très, très sensible et qui a comme des jambes et une petite tête. Donc, le gland du clitoris, je me fais c'est moi, mais et du coup, effectivement, c'est hyper intéressant pour tout le monde et surtout pour les femmes, puisque c'est vraiment un organe consacré exclusivement au plaisir. Et donc, est-ce qu'on doit en déduire que nous, hommes, avec nos moitié moins de terminaisons nerveuses, on a moins de plaisir avec notre sexe? Non. Ah la question mérite d'être posée. Ah oui, on a 2 fois moins de terminaisons nerveuses. Donc, est-ce qu'on aurait 2 fois moins de plaisir qu'une femme? C'est pas la même chose. Après, c'est vrai que la sensation, moi, masculine, je ne la connais pas. D'ailleurs, j'aimerais bien, mais… C'est un grand problème. Forcément, c'est une question qu'on se pose, je pense. C'est vrai. Là, c'est vrai que je ne sais pas le ressenti là-dessus. Je ne sais pas. Par contre, c'est pas parce qu'on a moins de terminaisons nerveuses qu'on ressent moins de plaisir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, nous voilà rassurés, en tout cas, nous les garçons. Mais par contre, pour compléter ce que dit Rosen, ça fait quelques années qu'on voit quand même des associations dans ce domaine-là qui se mobilisent pour mieux faire connaître cet organe. Et je me rappelle effectivement avoir croisé une association sur un événement qui vraiment abordait cette question-là. Et c'est vrai que c'est assez récent. Il y a des questions qui ne se posaient pas encore il y a quelques années. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Romain, on ne sait pas ce que ressent l'autre, c'est peut-être intéressant justement de pouvoir en parler avec la personne en face, de savoir ce que ressent l'autre. Du coup, on n'est pas capable de le résultat de sondage, parce qu'on se disait qu'en préparant l'émission, dans les propositions de réponse que vous avez fait sur le sondage, justement, il y avait est-ce qu'on en discute avec son ou sa partenaire.
Et ça me fait un lien tout trouvé quand même avec le troisième débat de cette deuxième partie du débat sur le consentement. Et de façon provocante, on a dit quand une fille dit non pendant l'acte, c'est qu'elle a envie. Ça, c'est un grand fantasme, à mon avis, de mec de dire elle me dit non, mais en fait, on ne se refuse pas à moi. Donc, elle me dit non, mais en fait, c'est oui. En fait, non, c'est non. On est. Je pense non, c'est non, oui, il n'y a pas de. C'est sûr. Il n'y a pas de débat, comme dirait l'autre. Oui, non, c'est non. Et puis, un oui peut se transformer en. Et Angèle le dit très bien dans sa chanson, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, Pierre Ninet est assez insistant dans le clip. Hein. Exactement. Effectivement, un oui peut se transformer en non. Et c'est important pour tout le monde de savoir qu'on peut dire d'abord oui et après non, qu'il faut même s'autoriser à le faire si on en a envie. C'est-à-dire que je peux être d'accord pour une pratique, m'apercevoir au bout de 30-40 secondes que ça ne me plaît pas, que j'y prends pas de plaisir, que ça me fait mal et dire non. Tout à fait. Le partenaire doit arrêter. L'inverse est possible, je pense aussi. Qu'on dise non. Et après, que ça se transforme en oui. Parce que je trouve qu'il y a une espèce de barrière invisible qu'il ne faut pas franchir. Mais c'est-à-dire, si on prend en tant que garçon, sans parler de sexualité, mais juste un garçon qui va, par exemple, aller draguer une fille, tout simplement, s'il s'arrête à son premier non, comme ça, qui sera peut-être instinctif, et ben du coup, si on s'arrête au premier non dans la vie, généralement, on n'a pas grand-chose. Alors, certes, il ne faut pas aller trop loin, etc. Mais normalement, on est censé voir si la personne en face, si c'est non, non, ou on essaye une deuxième fois. À ce moment-là, si c'est non la deuxième, on n'en parle plus. Et je pense que dans la vie, en général, il ne faut pas s'arrêter au premier non, parce que sinon, des fois, il faut bousculer un petit peu. Mais attention, je mets bien des pincettes dans tout ce que je dis. Hein. Mais voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte, parce que sinon, tout le monde se sent bridé. Alors là, ça devrait faire débat, je pense, dans l'assistance peut-être. Darius, c'est très bien. Alors, je pense qu'il y a matière, il y a non et il y a la matière d'aborder, notamment en matière de drague. Il y a des manières de faire. Je pense que si on signe une jeune fille dans la rue et qu'on est un garçon et qu'elle nous dit non, je pense qu'il faut s'arrêter là. Et de toute façon, ce n'était pas forcément la manière adaptée. Oui, je pense que tout ça dans le respect de la personne qu'on a en face de soi. Évidemment. Et pour Tinder, enfin moi c'est quelque chose, un match Tinder ne vaut pas pour consentement en fait dans la vie réelle. Je crois qu'il y a aussi parfois ces matchs où on se dit bah c'est bon j'ai eu un match donc on arrive peut-être en terrain conquis, enfin en quelque sorte. Et non, donc, moi j'ai appris que ça n'a pas de répercussion réelle en fait. Il faut redemander le consentement. Il y a une super vidéo. Il y a une super vidéo qui illustre bien cette idée du consentement. C'est sur l'histoire d'une tasse de thé. On propose une tasse de thé. Et, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, on la fera passer derrière. Mais c'est sur cette histoire du consentement renouvelé. Je trouvais que c'était assez intéressant. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien celle-là. On va peut-être clôturer ce débat en rappelant quand même que non, c'est non, enfin, à mon sens. Je voulais pas foutre. Non, parce en fait, oui, parfois on peut changer d'avis, mais souvent, on dit que le premier avis est le bon. Après, je pense que ce qu'a voulu faire passer comme message Darius aussi, c'est qu'il faut aussi cultiver la confiance en soi dans les rapports amoureux et sexuels et qu'il faut aussi persévérer ne veut pas dire forcer. Et je pense qu'il faut faire attention là-dessus en respectant la personne. Dites-moi, Marianne. Oui, c'était pour éviter les réactions sur les réseaux. C'était prêt à défendre des propos. Non, mais en fait, il ne faut pas que la persévérance se transforme en harcèlement et c'est toujours un petit peu ce delta qui est peut-être compliqué. C'est pour ça que je dis là, c'est infime. C'est infime. Enfin, globalement, si on offre des fleurs une fois et qu'on se fait refuser et qu'on offre, je ne sais pas, une boîte de chocolat ou un autre bouquet de fleurs ou un autre cadeau, voilà, il y a des choses qui vont pas être vécues comme du harcèlement. Si on commence à siffler ou des choses comme ça, là, on va être dans d'autres logiques. Et donc, je fais juste un petit point sur le sondage parce qu'on parlait avec qui on échangeait. Alors, vous n'allez pas les voir.
78% à la question des gens avec qui vous parlez de sexualité répondent en tout cas qu'ils parlent avec leurs amis. Et une grande part aussi parlent avec leurs partenaires, ce qui est plutôt rassurant au final de parler de sexualité avec son ou sa partenaire. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord, ce qui permet justement de fixer peut-être les limites du consentement. Eh bien, le temps passe très vite. Il va être l'heure de clore cette deuxième partie du débat. Dans la troisième partie, on prendra vos questions à vous, si vous en avez, sur les réseaux sociaux. En attendant, petit jingle, et on retrouve, non pas Siegfried pour râler, mais on va retrouver le coup de cœur de notre autre Cécile. Et donc, Cécile, un coup de cœur pour une série en lien avec notre thématique du jour. On n'a pas présenté Cécile tout à l'heure. Oui, Cap Jeunesse, le biche de Nice. Encore toutes nos excuses. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est toi qui as la lourde tâche d'amener de la joie, de la bonne humeur au lieu du râlage de Siegfried. Ça va, c'est bien, il n'y a pas de pression et tout, c'est sympa. Ouais, mais non, mais enfin, il y a aucune pression. Et donc, tu vas nous parler d'une série, coup de cœur. Et quand on parle de sexualité, en ce moment, il y a une série, forcément, qui sort un petit peu du lot. Voilà, il y a une série un peu incontournable, hein, c'est Sex Education. Alors, on va dire que tout est un petit peu dans le titre, effectivement. Alors, pour vous résumer le truc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, il s'agit d'une série anglaise à la base, hein, qui fait partie des programmes originaux de Netflix. Elle a 2 saisons pour l'instant, la 3e est en préparation. Enfin, elle va prendre du retard comme toutes les séries et comme tout actuellement. Et en fait, l'histoire est à la fois simple et à la fois assez originale parce qu'à la base, c'est quand même ce qu'on appelle un teen show, hein, une série pour ados. Donc, ça se passe dans un petit coin de l'Angleterre, une petite ville toute mignonne. Et c'est tout bêtement l'histoire d'un jeune garçon de 15 ans qui s'appelle Otis. Bon, Otis, il a des soucis, quoi. C'est-à-dire que déjà, il vit avec sa mère, qui au demeurant est super, hein, mais le problème pour lui, c'est qu'elle est sexologue. C'est une sexologue très connue, assez sulfureuse, assez extravertie, alors que son fils, lui, est tout l'inverse, hein. Et donc, bon, d'ailleurs, il a des parents sexologues, mais le papa n'est plus vraiment là. Donc, Otis, il va au lycée et il n'est pas jusque-là, jusqu'au début de la saison, spécialement camarade, sauf que par un espèce de conseil sexuel à ses camarades en les faisant payer, hein, bien sûr, ça devient un commerce avec la fille de ses rêves, en fait, qui s'occupe de tout l'aspect commercial. Mais suivant le principe de le cordonnier, c'est mal chaussé, évidemment que c'est Otis qui a le plus de mal à gérer sa sexualité. La masturbation, il ne faut même pas lui en parler. Aux grandes dames de sa mère qui veut absolument… lui, il veut pas, il n'y arrive pas. Enfin bon, c'est compliqué. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça pour lui qui sont difficiles. Et alors, Sex Education, c'est vraiment hyper intéressant pour plusieurs raisons. Alors, la première étant que je pense que c'est la première fois qu'on voit à la télévision une série qui parle aussi ouvertement, aussi facilement, en plus avec un humour très british de sexe à la télé, et puis qui en parle vraiment sans aucun tabou, parce que sexuel y est représenté. Alors bien sûr, il y a des personnages hétéros, gays, lesbiens, gender fluid, comme on appelle, hein, qui ne se mettent dans aucune case. Et puis après, il y a aussi des discours très intéressants et déjà plus graves, notamment dans la saison 2, alors on en a parlé tout à l'heure, sur l'importance du consentement, bien sûr, sur tout ce qui est traumatisme suite à un abus ou à une agression sexuelle. Et tout ça, c'est très bien dit, tout en gardant quand même un côté léger. Et donc, au-delà de cette thématique sexuelle, gravite autour d'Otis une galerie de personnages tous très imparfaits, mais aussi très touchants, ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans les séries anglaises. Et puis, pour faire écho à ce que tu disais, Romain, par rapport aux blagues de vieux, voilà, je vais faire une référence de vieille, hein, j'en suis désolée pour les autres, mais… Attention, il n'y a pas le jingle, c'est ça? Non. Non, l'autre bonne raison de regarder la série, c'est la maman d'Otis, parce que l'actrice qui joue la maman, c'est Gillian Anderson,
qui est quand même une actrice culte pour nous, les Quadras, parce que elle a longtemps été Dana Scully dans X-Files, et que là, on la retrouve dans un personnage à contre-emploi, donc elle fait cette sexologue hyper extravertie, et ça n'a évidemment rien à voir avec Dana Scully, et ça fait hyper plaisir de la revoir. Et voilà, donc en parallèle, on vous conseille très vivement cette série si ce n'est pas déjà fait. Et en parallèle de ça, même si vous n'avez pas vu la série, il y a un petit guide très intéressant à vous procurer qui s'appelle le Petit Manuel Sexe Éducation. En fait, Netflix, là-dessus, ça a été une idée très brillante pour capitaliser sur la saison 1 qui avait très bien marché lors du lancement de la saison 2 là, en janvier dernier. Ils ont sorti un petit guide sexuel à partir de 16 ans pour voilà, informer les jeunes sur toutes ces questions, là, tout ce dont on parle depuis le début de Talkigy aujourd'hui. Et alors, on ne peut plus malheureusement le recevoir parce que c'est en rupture de stock, mais en revanche, on peut le télécharger en PDF sur le site sexeeducation.fr, tout collé. Et vraiment, ce guide, il est très chouette, très bien fait, sans aucun tabou. Un peu même graphique, hein, il faut quand même le rappeler, mais surtout très instructif, très pédagogique, et en gros, il est à l'image de la série. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un super guide. Oui. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui va me contredire, mais je pense que c'est le guide. Rosette, tu as de la chance, toi, tu l'as en vraie version. Ah ouais, tu l'as en vrai, c'est génial. En tout cas, c'est clair que c'est un super outil qui aborde des thématiques sur lesquelles on n'était pas forcément toujours très à l'aise. Et je pense que la série a eu ce mérite-là. Et puis, X-Files, je peux me permettre, c'est pas qu'un truc de vieux, parce qu'il y a eu un petit revival dernièrement. Bon, ça a moins bien fonctionné. Oui, mais il était un peu pourri, il faut avouer ce que c'est. Un petit peu à l'antenne. Cécile, merci beaucoup pour cette première très réussie. Merci. Et d'avoir avantageusement pondéré la mauvaise humeur de Siegfried avec ce coup de cœur. On se retrouve tout de suite pour une petite pause récré pour notre petit jeu. Après le petit Et donc un petit jeu particulier. Marion, tu vas peut-être nous expliquer comment ça va fonctionner aujourd'hui. Le petit jeu. Le petit jeu, aujourd'hui, on va poser quelques questions et pour avoir les réponses, il faudra vous rendre sur la page de l'UNIGE avec la réponse au questionnaire par la suite. Je te laisse commencer, Romain. Allez, c'est parti. Les questions, donc rendez-vous, on ne vous donnera pas les réponses. Les invités peuvent commenter et donner leur avis s'ils le souhaitent très rapidement pour pas qu'on prenne trop de retard. Que font les hommes de la tribu australienne des Walibri? Et pas les Walibi, hein. Enfin les Walibri avec un R. Est-ce que A, il se serre le pénis au lieu de la main pour se dire bonjour? B, est-ce qu'il voue un culte aux hippocampes dont les mâles portent les enfants? Ou C, est-ce qu'ils sont en charge de la décoration des huttes? Ce serait un peu les Valérie Damido de la tribu. Voilà, réponse. Il y en a qui ont un avis? Sinon, Marion va enchaîner. Rendez-vous sur la page Facebook de l'UNIGE pour retrouver les réponses. Donc là, on passe à un registre plus animalier. Quelle est la taille du pénis de la baleine bleue? Réponse A, 2,5 à 3 mètres. Réponse B, 5,5 à 6 mètres. Ou réponse C, 12,5 mètres. Alors, pour les puristes, on va préciser que c'est la taille du sexe en érection. On ne veut pas qu'il y ait de malentendus après des débats. Taille du pénis de la baleine bleue en érection. Il y a des puristes de la baleine bleue en érection, sérieusement? Je ne sais pas, mais parfois il y a des gens dans les jeux qui sont de mauvaise foi et qui disent oui, mais si on m'avait dit qu'il était en érection, j'aurais donné telle ou telle réponse. Mais est-ce qu'on peut savoir, parce que c'est quand même une information importante, la taille d'une baleine bleue moyenne? 30 mètres. C'est 30 mètres la taille de la baleine. Ah ouais, quand même. Le ratio. Subsidiaire mathématique. Donc, quel est le volume en mètres cubes d'eau qu'un coït entre deux baleines véhicule? Alors, je pense que c'est un problème à proposer à la maison Lumni. Oui, donc voilà. Problème de maths.
vous entend, on proposera des petits problèmes de maths à partir de la semaine prochaine. Oui, parce que là, c'est les vacances, hein, donc non. Ah non, fonction des autres, non. Donc, la maison Lumni ne s'arrête pas. En fait, il y en a tous les matins. C'était un petit point. Question numéro 3, je crois que c'est à moi, Marion, de parler du point G. Ben justement, le point G, c'est est-ce que c'est A, un point stratégique sur la carte de France, B, une zone érogène chez la femme, ou C, est-ce que le G signifie tout simplement gland? Et on passe tout de suite à la question 4 pour ne pas perdre de temps. Qu'est-ce que l'alliumphilie? Alors, A, un fantasme qui consiste à ressentir un désir sexuel en voyant ou pensant à de l'ail. Une collection d'objets en céramique et aluminium en forme d'organes génitaux. Ou C, une phobie à la vue d'un insecte qui ressemble à un phasme en forme de phallus appelé allium phallus. Et pour faire la transition avec les corps tout à l'heure, comme quoi il faut tout pour faire un monde et il y a des goûts pour tout, peut-être. C'est ça. Donc, vous retrouverez les réponses à ce questionnaire sur la page de l'UNIF tout à l'heure. Et pas de Wikipédia, pas de moteur de recherche divers et variés. Enfin, l'idée, c'est de fier à votre avis. On va revenir un petit peu à notre débat, si vous le voulez bien, aux questions qu'on a reçues. Et on a une question qui ressemble un petit peu à la remarque d'Otis, finalement, avec une question qui nous arrivait anonyme de quelqu'un qui a peur de se masturber. Je ne sais pas, Cécile, Rosette, Darius, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller finalement? Ou même Cécile. Il y en a deux. Il y a des gens qui ont peur de toucher n'importe quelle partie de leur corps, même si ce n'est pas le sexe en fait. Donc si c'est de ce domaine-là, c'est compliqué. Moi, ce que je conseille, c'est déjà de regarder en fait. Il y a énormément de jeunes, on s'en rend compte en consultation, il y a énormément de jeunes qui ne se regardent pas, qui ne savent pas à quoi ressemblent ses propres organes génitaux. Surtout les filles, en fait. Chez les garçons, c'est un peu visible. Chez les filles, moins. Moi, je conseille déjà de regarder, de ne pas hésiter à prendre une glace, à se mettre dans des positions de gymnastique assez improbables pour regarder et puis finalement d'écarter un peu les plis pour voir comment c'est fait là où on ne voit pas bien. Et après, c'est un peu chaque personne aussi. Hein. Alors, Vas-y, Rosane. Vite fait, je pense aussi après, selon les personnes qui n'en parlent pas forcément chez eux ou même ailleurs, après, ça reste compliqué et on peut penser que c'est peut-être crade, alors qu'absolument pas. Donc, il y a aussi cette barrière de se penser que c'est pas bien ce qu'on fait, alors qu'il faut découvrir son corps et c'est important, franchement. Il faut en tout cas essayer. À part, comme tu dis, Cécile, si c'est un autre souci sur tout le corps, bon, là, effectivement, c'est une autre problématique. Mais si c'est juste peur d'eux, faut se lancer. Doucement mais sûrement. Oui, et puis on peut aussi ne pas en avoir envie et respecter, je pense aussi, le fait de ne pas en avoir envie. Et ça, pas parce que tout le monde le fait ou presque tout le monde le fait que c'est pas normal de ne pas le faire. Exactement. Tout à fait. C'est pas une question, mais malgré tout, est-ce qu'il y a un moment où il faut que je m'inquiète si je me masturbe de trop? Médicalement, je dirais si ça fait mal. Parce que ça peut tirer. Est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, c'est peut-être plus une question médicale, une addiction à la masturbation finalement? Vous ne trouvez que le plaisir par la masturbation? Alors, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent à l'orgasme que par la masturbation, sans que ce soit un problème finalement. Après, c'est plus un problème social peut-être. On ne va pas se masturber n'importe où, devant n'importe qui. Et puis, je n'irai pas jusqu'à l'addiction parce qu'il n'y a pas de produit. L'addiction, c'est quand même beaucoup un produit. Il y a des addictions à des
des supports, on va dire, qui ne sont pas des produits. Mais ça implique quand même, hein, médicalement, je parle de la définition de l'addiction, ça implique que ça empêche de vivre une vie normale. Donc, c'est quand même extrêmement rare. C'est-à-dire que si je ne peux pas m'en passer, là, ça devient compliqué. Que ça m'empêche de dormir, que ça m'empêche d'aller en cours, que ça m'empêche de voir ma famille, mes amis, que ça m'empêche complètement d'avoir une vie normale, en fait. Darius, tu voulais réagir? Je voulais juste dire, il y a des addictions, par contre, réelles, et c'est ce que nous, on a pu constater, à la pornographie, par contre. Ouais. Et à tout ce qui est site porno, etc. Ouais. Là, par contre, il y a vraiment de… Ouais, là, c'est le cas, quoi. C'est-à-dire des jeunes qui… qui donc déjà c'est la référence. Et en plus de ça, qui ne vont pas pouvoir avoir de rapport avec leur conjoint ou avec leur conjointe, parce que c'est pas comme dans les films, c'est pas comme sur le net, etc. Et donc du coup il y a un vrai décalage entre ce qui se passe sur les sites porno et la réalité, quoi. Alors médicalement, je me permets de te reprendre un petit peu. Je ne parlerai pas d'addiction. Il y a clairement ce qu'on appelle un mésusage, mais je ne parlerai pas d'addiction parce qu'il n'y a pas de phénomène de dépendance en fait. Mais du tout. Si on enlève complètement, si cette personne-là, on lui interdit complètement, si on lui supprime toutes les sources de visualisation de films pornographiques, il y a un moment donné, alors au début, ça va être compliqué, il ne saura pas quoi faire, ça va être difficile, mais on ne va pas se retrouver avec un syndrome de sevrage médical, voilà, dans ce sens-là en fait. Ouais. Je suis d'accord que le terme addiction, en fait, n'a pas tout à fait le même sens quand il est utilisé dans la vie courante quand il est utilisé. C'est médical, oui, bien sûr. Moi, ça rejoint un débat qui est récurrent et dont on parle souvent, hein, qui est l'addiction, les addictions dites aux écrans, aux jeux vidéo. Le consensus n'est pas du tout présent dans la communauté scientifique. Donc ça m'évoque ce débat qui est très récurrent. Oui, c'est exactement ça. Et en plus, c'est pas pareil. On ne va pas parler d'addiction pareil en France que quand on en parle aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est très compliqué. On s'éloigne un peu du sujet, par contre. On va prendre peut-être une dernière question parce que le temps passe très vite. Marion, peut-être, tu l'as? Oui, là, c'était une question sur la différence d'âge entre deux personnes dans une relation sexuelle. Donc, une personne beaucoup plus âgée qu'une autre. Donc là, c'était deux personnes, une de 20 ans et une de 40 ans, là, pour donner l'exemple. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Quelle réaction vous pouvez avoir sur ce type de relation? Voilà, une question du public. Dès lors que, je ne suis pas spécialiste, mais dès lors que tout le monde est consentant et voilà, qu'il n'y a pas de souci, je ne vois pas le problème. Après, c'est la société qui a toujours un problème avec ce genre d'écart. Voilà. On est d'accord que la question ne venait pas d'Emmanuel M. Hein? Non. Non, hein, d'accord. On espère qu'il nous écoute, mais on pense aussi qu'on espère qu'il a autre chose à faire en ce moment. On espère aussi, effectivement. D'autres réponses? Il y a le droit qui répond de toute façon à cette question, il y a le droit et il y a la morale. Enfin, comme le dit Cécile, le droit, il y a une majorité sexuelle. Là, en l'occurrence, 20 ans, 20 ans, on est au-delà. Tout à fait. Merci pour vos réponses. On va peut-être passer à la suite. Pardon? C'est une chanson de Michel Sardou, ça? Oula! Blague de vieux. Attends. Il y a droit, Pierre, Michel Sardou. On n'en avait pas parlé à l'émission 2. Michel Sardou, s'il nous écoute, parce que lui, il a peut-être moins de choses à faire que Emmanuel M. Il est toujours le bienvenu pour la rubrique L'heure du show qui va bientôt arriver. Mais avant ça, on aura la rubrique chronique du PDN. Et donc, pour la chronique des promeneurs du net, c'est Cécile qui, en plus d'être médecin, est aussi promeneuse du net, du côté de Troyes.
C'est ça, à 3 même dans l'Aube, exactement. On est 11 promeneurs du net dans l'Aube, principalement des professionnels des centres sociaux, éducateurs, il y a des gens de l'emploi, des IJ aussi. Je suis un petit peu l'ovni dans le groupe, puisque moi je suis médecin en centre de planification et d'éducation familiale. C'est un service de la PMI en fait, donc qui est rattaché au département de l'Aube. C'est comme ça dans notre département. Il y a d'autres départements où c'est associatif. Les gens connaissent facilement ce qu'on appelle le planning familial. Donc on a un petit peu la même activité, mais par contre nous on n'est pas associatif. On est vraiment un service du département. Voilà, donc le centre de planification en fait. Juste rapidement, c'est l'endroit où on va quand on a besoin de parler de sexualité, mais qu'on ne sait pas à qui en parler. Principalement quand on est jeune, qu'on a envie de secret, qu'on a envie d'être reçu de manière bienveillante, et puis quand on ne sait pas trop où aller, c'est là qu'il faut venir. Voilà. Donc, on gère tout ce qui est contraception, IST, les IVG aussi pour les mineurs, mais aussi les questions sur les problématiques de couple, de famille, de sexualité, on va dire, dans toute sa globalité. Donc, moi, j'ai profité un petit peu d'avoir les deux casquettes pour faire un petit relevé de questions qui reviennent assez souvent de la part des jeunes. La première, en fait, c'était sur les applications smartphone de contraception. C'est quelque chose, alors je n'ai pas de nom parce que je n'avais pas envie de faire de publicité là-dessus. C'est quelque chose qui est très, très utilisé par beaucoup de jeunes pour savoir quand avoir un rapport sans risquer de tomber enceinte. À titre personnel, j'avoue que je me bagarre un petit peu contre ça. Ce qui est important de savoir, c'est que ces applications ne sont pas des moyens de contraception. C'est ce qu'on appelle des moyens de régulation de naissance. Et que, en fait, ça reprend des méthodes de contraception, je mets plein de guillemets, qui datent des années 40 à peu près, 40, 50 plutôt, et qui datent de l'époque où il fallait faire des bébés, en fait. Donc, ce n'est pas du tout un moyen d'éviter les grossesses. Ça reprend les méthodes de température, les méthodes Ogino, voilà, si c'est des noms qui vous disent quelque chose. On estime leur efficacité à peu près à 75%. Ça veut dire que sur 10 rapports, il y a à peu près 3 rapports qui sont à risque de grossesse, qui vont déboucher sur une grossesse. À titre de comparaison, le préservatif, c'est 85% d'efficacité. La pilule, c'est 91%. Plus de 99% en théorique, mais en pratique, 91%. Et après, tout ce qui est implant, etc., on arrive à 99,9%. Donc, par rapport aux 75, c'est quand même très loin. C'est important de se rappeler que ces applications sont souvent portées par des associations anti-contraception. Donc, voilà, on parlait la semaine dernière de vérifier les sources. Je crois qu'il faut faire gaffe à ça. Par contre, j'en profite pour faire un peu de pub pour quelque chose que je trouve pas mal, qui est une application aussi pour smartphone, qui par contre a été créée par l'association du planning familial, qui s'appelle PilOops, dont l'objectif n'est pas d'être un moyen de contraception, mais d'aider à prendre sa pilule. Parce qu'il y a un système d'alarme qu'on peut personnaliser, parce que ça peut nous dire ce qu'il faut faire si je suis malade, si je l'ai oublié, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Et surtout, ça ne prétend pas remplacer une contraception plus efficace. Voilà. C'était ma première question, donc je ne sais pas si… On va faire la deuxième, parce qu'il y a quand même un sujet qui est important qu'on n'a pas évoqué, et c'est malgré tout l'objet de ta deuxième question. Et oui. Je pense que c'est vital d'en parler, forcément. C'est super important parce qu'il y a énormément de fake news là-dessus, qu'il y a plein d'idées reçues et que c'est un peu contre ça qu'on se bat au quotidien en centre de planification familiale, c'est les IST, les infections sexuellement transmissibles.
il y a énormément de jeunes qui se disent que finalement, il y a des traitements, donc c'est pas grave. Et que finalement, si on est malade, on prend un cachet, ça ira mieux. Et que du coup, on n'a pas besoin de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que déjà, les traitements, ils ne guérissent pas tous. Hein. On a énormément d'infections sexuellement transmissibles. La plus connue, c'est le sida, clairement. Il y a effectivement des traitements contre le sida, mais on ne guérit pas du sida, même avec les traitements. Et c'est des traitements qui sont très lourds, qui ont énormément d'effets secondaires. Donc, il vaut mieux éviter de l'avoir que d'être obligé de se soigner contre ça. Après, voilà, je ne veux pas forcément vous faire la liste de toutes les maladies sexuellement transmissibles. Ça se trouve facilement sur Internet. Mais sachez que c'est très important d'utiliser les préservatifs parce que c'est les seuls moyens qu'on a pour éviter leur transmission. On peut être malade sans le savoir, donc transmettre la maladie sans en avoir conscience, donc rendre son partenaire malade, lui non plus ne le saura pas, donc si entre-temps il y a rupture, ou bien si c'est un mode habituel de relation, risque de redonner cette maladie à quelqu'un d'autre, sans le savoir toujours. Donc ça peut aller très 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 vite. On parle de la transmission du Covid en ce moment. Alors, ok, les IST, ça ne se transmet pas par la respiration ni par les gouttelettes de salive, mais ça peut aller très vite quand même. Et Cécile, je me permets, Romain, même si on est un peu en retard, actuellement, quand on veut des préservatifs gratuits, que ce soit des préservatifs féminins ou masculins, comment on fait? On peut encore en avoir des gratuits? De planification familiale, par exemple. Ça fait partie des choses qu'on donne, il n'y a aucun souci. On peut aussi aller voir l'infirmière scolaire, qui souvent en a. On peut aller voir un médecin, puisque maintenant, il y a des préservatifs masculins remboursés par la Sécurité sociale sur prescription médicale. Voilà. Et puis, il y a certaines structures information jeunesse pour m'être promené un petit peu dans différentes structures information jeunesse en France où il y en a aussi à disposition gratuitement. Il y en a même des fois dans les maisons de lycéens, les bureaux de vie étudiants, les choses comme ça. Donc, ne pas en mettre, ce n'est pas lié à un problème de ne pas en trouver, en fait. Non. Après, c'est toujours pareil. J'en ai pas trouvé. Oui, tu n'en as peut-être pas cherché non plus. Donc, voilà, il y a soit on décide d'avoir un rapport. C'est prévu, on l'organise ou on l'anticipe et puis on s'arrange pour se trouver un préservatif. Qu'on soit fille ou garçon d'ailleurs, ça n'empêche pas. En tant que fille, on peut avoir des préservatifs masculins sur soi parce que ça peut toujours servir si on a envie d'avoir un rapport avec un garçon qui n'en a pas. J'allais y venir justement, c'est pas que l'affaire des garçons, le préservatif externe. De la même manière, parce que très souvent, et juste pour notre expérience ici, on a les mamans qui viennent en chercher pour leurs garçons, à croire que c'est qu'un problème de garçons, et je ne crois pas que ce soit un problème que de garçons. Et parce que les garçons auront tendance à dire j'ai oublié, mais voilà, forcément. Alors, est-ce que c'est un acte volontaire ou pas? Mais si la jeune fille en a aussi, voilà. Je pense que c'est encore dans la communication avec son partenaire que les deux puissent en avoir, c'est une bonne chose. Une relation sexuelle, ça se fait en général à deux. Quand il s'agit de pénétration, c'est quand même souvent une fille et un garçon. En tout cas, quand il y a besoin de préservatif, en général, c'est une fille et un garçon. Il y a au moins un garçon qui est impliqué. Voilà, donc les deux partenaires peuvent avoir un préservatif. Enfin, ça sert aux deux, donc il n'y a pas de raison de ne pas en avoir. Alors, Cécile, merci. Je crois qu'on a une petite question, Marion. Il y avait besoin de redonner. Oui, le nom de l'application que tu as citée, Cécile, c'était Pile Oops. C'est Pile Oops. Ça s'écrit PIL2L'2OPS. Merci. Merci. Et je vois le temps qui file, Romain. Qui est arrivé pour l'heure du show, ça va être bientôt la conclusion de ce 3e numéro de Talkiji. On a changé, on avait eu des chanteuses. Et pour ce 3e volet, on a un magicien
on a Zachary qui nous rejoint. Bonjour Zachary. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, super, hein, content d'être ici avec vous. Et on va essayer de passer un bon petit 10 minutes. C'est ça. Alors Zachary, juste te présenter où tu es, ce que tu fais. Alors, moi je suis à Montreuil, en région parisienne. Je fais de la magie depuis maintenant une bonne huitaine d'années. À côté de ça, je suis infirmier au bloc opératoire. Du coup, je concilie les deux, hein, comme quoi on peut toujours suivre sa passion et faire quelque chose à côté. Hein. Comment j'ai fini par en arriver là? Oui, comment tu es venu à la magie? Pardon? Comment tu es venu à la magie? En fait, c'était tout bête. J'étais en terminale et en fait, on partait en vacances avec mes parents et mon petit frère. Et sur la route, en fait, on s'était arrêté dans une petite ville et on avait pris un repas dans un restaurant en terrasse. Et dans cette terrasse-là, en fait, il y avait un magicien qui était en dehors, en fait, et qui avait son petit stand et qui faisait tant de magie aux gens qui voulaient. Il était payé au chapeau. Et moi, à l'époque, j'avais 17 ans. J'étais en mode, c'est pour les enfants. Voilà. Mais j'étais quand même curieux parce que j'avais jamais vu tant de magie de ma vie. Et par contre, mon petit frère, qui avait 5 ans de moins que moi, lui, par contre, il voulait absolument aller le voir. Donc, il a gobé son assiette, il a couru le voir et pour pouvoir voir le tour de magie. Et au moment de partir, ma mère me demande donc d'aller chercher mon frère. Et j'ai pas résisté. Hein. Mon petit frère a demandé au magicien de me faire un tour de magie. Je dis bon, un seul, et puis après on y va. Donc il m'en a fait un, puis deux, puis trois. Puis au final, c'est mon père qui est venu nous chercher tous les deux parce que en fait, je revenais pas de ce qui m'arrivait. En fait, mon cerveau était totalement retourné. La conception du monde était à refaire de A à Z. Je ne comprenais plus rien. Et c'est à ce moment-là, j'ai eu la petite graine dans ma tête qui me dit ça serait sympa de faire ça. Et donc, après 8 ans de pratique, après 8 ans de pratique, me voilà à faire des spectacles des shows dans les restaurants, dans les événements privés, souvent des réceptions ou même chez les gens en fait. Hein. Il y a beaucoup de personnes en fait au final qui appellent des magiciens même pour des anniversaires d'adultes ou des repas d'adultes tout simplement. Et puis le 16 avril 2020, du coup, tu te retrouves en direct sur Facebook. Ce sera peut-être une première pour toi de nous montrer un petit peu de la magie en direct sur les réseaux sociaux. Et on va voir tout de suite, là, très rapidement, un petit tour pour nous montrer ce que 8 ans de pratique en magie. On va faire un tour de magie à distance, en fait. C'est pas évident, mais bon. Ouais, je me suis fixé quand même une contrainte, c'était que, comme on est en caméra, on va essayer de pas faire de tour qui nécessite forcément des montages de caméra, etc. ou quoi que ce soit. Je vais faire un tour qui est interactif quand même avec vous, derrière votre écran. J'ai avec moi ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Non? C'est des doigts? C'est un classique de la magie. C'est un jeu de cartes invisible. Alors, je vous préviens, si vous avez déjà vu un jeu de cartes invisible dans votre vie ou quoi que ce soit d'invisible, je vous invite à consulter un médecin. C'est pas normal. Mais par contre, celui-ci est tout à fait normal. Hein, je vous rassure. Et je vais le donner à quelqu'un. Par exemple, tiens, Romain, si tu veux, tu pourrais le prendre pour moi? Allez. Je te le passe. Hop là. Merci. Parfait. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu le mélanges un bon petit coup. Attention, mime. Attention, on va penser que tu fais autre chose. Là. Ah oui, non, mais ça, c'est parce qu'on a conditionné les gens avec les débats. Je me suis dit, avec ces petites mimiques-là, on reste dans le thème. Hein. Magnifique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais que tu regardes les cartes et que tu constates qu'elles sont toutes bien différentes. Elles sont bien différentes? Oui. Ok, super. Tu vas en choisir. Je n'ai pas fait le cours Florent. Hein. Alors, tu vas en choisir une seule et la retirer du jeu. Ça qui te fait plaisir. Parfait. Montre-la à tout le monde, mais ne me montre pas. Ne me montre pas. Montre à tout le monde. C'est bon? Tout le monde l'a vu? Super. Ouais. Ok. Avant de la remettre dans le jeu, tu vas la mettre à l'envers, face en bas, avec toutes les autres cartes face en haut. Nickel. Et tu mets à l'intérieur. Super. Et tu remélanges un petit coup. Voilà. Attention. Man. Oh là là. T'as fait ça toute ta vie. Enfin, des années d'entraînement.
Super. Bah, écoute, je vais reprendre le jeu de cartes, si tu veux bien. Merci bien. Je vais faire en sorte de me voir. Magnifique. Pas non plus dans la compagnie de théâtre que Pierre nous a montré sur Insta tout à l'heure, à mon avis. Pardon? Ils ne prendront pas pour la prochaine vidéo de la Insta. Alors, du coup, ce jeu de cartes-là, je vais le mettre dans sa boîte. Et puis, je vais le poser de côté. Bon, c'était sympa, hein? Si jamais vous avez des enfants qui s'ennuient, n'hésitez pas à leur donner ce jeu de cartes. Hein, ils pourront s'amuser des heures. Ils ne vous ennuient pas. Alors, vous me dites, bon, ok, il raconte un peu n'importe quoi. C'est un peu du bullshit. Alors, ce que je vous propose, c'est de rendre ce jeu de cartes qui était invisible totalement visible. D'accord? Alors, le mec, il se dit, bon, d'accord, c'est un jeu de cartes. Bon, qu'est-ce qui me dit que c'est le jeu de cartes invisible de tout à l'heure? Eh bien, il y a une carte à l'envers dans le jeu. Et pour la première fois, Romain, j'aimerais, s'il te plaît, que tu me dises la carte que tu as choisie. Il faut que je le dise pour de vrai? Bah oui, pour de vrai. 10 de trèfle. Pardon? 10 de trèfle. Le 10 de trèfle. Alors, ça serait complètement dingue s'il y avait un 10 de trèfle à l'envers dans le jeu. J'avoue. C'est ce qu'on va voir. Alors, le 10 de trèfle. Il suffit de regarder. Toutes les cartes sont à l'envers, sauf une seule. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui. Une seule carte est à l'envers. Le 10 de trèfle, c'est ça? Oui. Pas mal, Romain. Comme quoi, je mélange bien à distance. Ouais, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Alors, je me dis, quand on est confiné comme ça, je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour un petit tour rapide. Allez, 2 minutes parce que allez, soyons fous. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc, moi, souvent, quand je m'ennuie, je me dis, bon, j'essaie de faire des tours de magie, j'essaie un peu de défier la physique. J'ai avec moi ma petite bouteille d'eau. Question simple, les amis. Quand on prend une bouteille d'eau ouverte et qu'on renverse, qu'est-ce qui se passe? Ça coule. Ça coule, exactement. Je vous rassure, il y a un petit mug en dessous. Hein. Alors, effectivement, ça coule. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passerait si on défiait les lois de la gravité? Alors, en temps normal, moi, je demanderais à quelqu'un de remplacer, d'appuyer sur le… Ici, comme ça, mettre sa main au-dessus du goulot. Mais bon, là, on n'a personne, donc je vais le faire moi-même. Hein. Et juste mettre ma main comme ça. Allez, je vais retourner. Et normalement, si tout se passe bien, en se concentrant bien, et en disant la formule magique, j'espère que ça va marcher, sinon je suis dans la merde. Normalement, je ne doute pas. Attendez, on va tenter quelque chose d'encore mieux. Regardez bien. Joli. Oh! C'est pas mal. Ah, c'est beau, c'est beau. Bravo. Je sens que ça va partir en cacahuète. Voilà. Et on retrouve notre petit feutre avec nous. Je vais essayer de le choper. Voilà. Feutre qui, évidemment, est totalement normal puisqu'on peut écrire. Ah oui! Et voilà. Ah, super! Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Zachary, d'être venu quelques minutes avec nous. Merci à vous de m'avoir appelé. Le site internet, ton compte Instagram dans les commentaires de la vidéo si on souhaite te retrouver. Yes. Si vous vous ennuyez, remercier... n'hésitez pas à visiter surtout mon compte Instagram. Là, avec le confinement, quand je ne suis pas à l'hôpital, je fais des petites vidéos de tours de magie assez rapides en musique. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour. Merci Zachary. Merci à vous. Zachary, merci Cécile. Les deux Cécile, merci Rosen, merci Darius, Marion, Pierre. On vous dit à très bientôt. Si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser en direct, rendez-vous dans les structures information jeunesse, les biges, les piges, les criges, sur les réseaux sociaux pendant le confinement, parce que si vous avez des questions sur votre sexualité, parfois il ne faut pas attendre, donc posez-les. Arthur nous l'a dit, encore une fois, l'avantage avec Internet, c'est que c'est anonyme. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, on sera le 23 à 14h et on parlera de mobilité internationale. On essaiera de s'évader un petit peu la semaine prochaine. Merci à tous, bonne semaine et à très vite.